Pourquoi? On me demande tout souvent, qu'est-ce que vous avez fait pour, pouvoir sortir? Je n'ai rien fait. Je n'ai rien fait, je n'étais pas débrouillarde, je n'étais pas plus intelligente que quelqu'un d'autre, je n'étais pas plus forte, j'ai eu surtout beaucoup de chance. Et je prétends que chaque survivant de la Shoah, déporté, pas déporté, caché, pas caché, s'il n'avait eu cette succession de chances et de coïncidences qui ont fait qu'il s'est trouvé avec l'aide de quelqu'un ou sans aide de quelqu'un, qui s'est toujours juste trouvé uniquement la chance, uniquement la chance. Et chaque survivant a son histoire avec son enchaînement de chances. Il n'y avait rien d'autre qui a compté. Vous savez, on voit maintenant des photos de la libération et on voit des gens qui sont assez bien et qui sont contents. Je me demande, qui c'est ça, ces gens-là? Mais on était tous à moitié morts. Ça doit être des gens qui sont arrivés très tard, je ne sais d'où. La majorité à Belsen était moitié vivant, moitié mort et mort. Et moi, ma mémoire, c'est d'une silence. À l'époque, je pesais plus que 29 kilos. C'était probablement le poids de mon squelette. J'imagine que je ressemblais aux cadavres qu'on trouvait dans les... qu'on ramassait à la pelle. Et un des derniers souvenirs qui me reste, moi, c'est mon frère qui essaye de me faire boire de l'eau que je ne pouvais pas avaler parce que je ne pouvais pas fournir l'effort de déglutition et l'eau s'échappait. Et je me suis retrouvé dans un hôpital. Et on était deux dans la chambre. Et il y avait un nommé Bloch qui était à côté de moi, qui n'était pas tellement plus âgé que moi. Je crois qu'il avait 7 ans de plus. Et on se parlait dans les vagues comme ça. Et un jour, mon voisin n'était plus là. J'ai demandé un militaire français. Je dis oui, passez mon copain. Il me dit que ton copain, tu vois, il a plus de chance que toi. Il va rentrer en France. Ah, je dis c'est bien. Je dis et moi, je peux pas rentrer. Il dit pas encore. Bon, il a passé 5-6 jours. De nouveau, j'ai demandé. Et à un petit moment, quand j'ai demandé, il y avait un médecin qui était là, qui dit non, parce qu'il n'arrivera pas à Paris. Alors je dis, dites monsieur, vous dites que j'arriverai pas à Paris. Non, c'est pas ça que je voulais dire. Je dis, si, vous l'avez dit que j'arriverai pas à Paris. Je l'ai écouté. Autrement dit, c'est la fin. Alors je dis, oui, je préfère quand même être mort à Paris que ici. Il me dit, monsieur, vous avez raison. Demain matin, vous partez. Les Français
on les a ramenés en France. Les Belges, la même chose. Les Hollandais, la même chose. Moi, quelle nationalité est-ce que tu as? Je suis allemande. C'était très embarrassant de dire que vous êtes allemande, dans le cas-là d'être allemande. Mais j'étais née en Allemagne, qu'est-ce que je peux faire? Aussitôt que vous avez dit que vous êtes allemande, déjà on se éloignait. Et puis, j'ai dit, mais je ne suis pas vraiment allemande, je suis juive. Ce n'est pas toujours tellement sympathique non plus. Alors pour moi, ce n'est pas question d'aller à la maison, chez moi. Je voulais quitter l'Allemagne le plus tôt possible et j'ai juré de ne jamais mettre mes pieds sur la terre allemande. Je ne suis pas retourné en Hongrie après la guerre. Je ne voulais plus voir des gens qui ont vu avec tant d'indifférence le départ des gens comme mes parents. On a décidé de rentrer en Pologne. Pourquoi est-ce que vous avez choisi de rentrer en Pologne? Pardon? Vous pensiez retrouver des membres de votre famille, c'est ça? Oui. Et nous sommes arrivés dans une ville qui s'appelle Poznań, en Pologne. Et puis, il y a des soldats, des juifs, enfin, c'était des soldats polonais qui passaient autour de nous. Ils tournaient autour. Ils nous ont regardés. Et brusquement, il y a un qui nous regarde et dit « Amcho ». Amer, en hébreu, veut dire peuple. Moi, je comprenais l'hébreu, alors j'ai dit « Kien », oui. Alors, il m'a dit « Vous venez de où ?» Bon, ils ont vu nos numéros. On était encore habillés avec des rayures. Et puis, « Vous allez où ?» Alors, on a dit, ben, on commence à numérer nos villes natales, chaque... Où ils ont dit, écoutez les enfants, vous savez pas ce que se passe en Pologne, on tue les Juifs maintenant qui rentrent. Il ne faut pas aller dans vos villes. Ce qu'il voulait dire, c'est que des Polonais tuaient les Juifs qui rentraient. Qui sont rentrés. Parce que quand, vous savez, comme ils ont pris tout le bien des Juifs, ils avaient peur qu'il y en ait d'héritiers. Alors, ils ont tué. Il y avait beaucoup dans ma région qui étaient tués après la guerre. Alors, quand on a entendu ça, on a tombé de nuit, encore ça. On s'attendait à tout, mais sauf à ça. On apprend que De Gaulle a pris connaissance de l'existence des Milgènes dans le camp de Buchenwald et qu'il a été très impressionné par cela. Et on a expliqué que c'est une exception par rapport à tous les camps de concentration et tout ça. Il a dit il faut faire quelque chose. Et il a rapidement alerté les autres pays européens pour les sensibiliser, pour leur dire il faut recueillir ces jeunes qui ne veulent pas retourner dans leurs pays respectifs où il n'y a que des tombes et des tombeaux, et il faut les accueillir il faut les adopter, il a dit. C'était des orphelins, il faut les adopter. Et on a su que la France était prête à accueillir la moitié ou presque la moitié de ces jeunes. Et on nous embarque dans des trains allemands affreux, des trains avec des banquettes en bois complètement pourries, un train qui n'avançait pas parce que la moitié de l'Allemagne était bombardée, comme ça. Et nous, on était là-dedans, entassés dans des conditions assez difficiles, matérielles, si vous voulez, matérielles. Et alors, notre activité principale, c'était chaque fois qu'un train s'arrêtait, on descendait tous en grappe, en groupe. On quittait le train et on allait ravager tout ce qui était sur notre chemin en Allemagne. Et c'était une espèce de ravager, c'est-à-dire casser les arbres, arracher les branches, et tout ce qui était destructible, on le détruisait. Le train passe en Belgique. Là, à chaque gare, on est accueilli d'une manière merveilleuse, avec des fleurs, avec des sandwichs. Là, on parle plus de nourriture parce qu'on est gavé complètement. Mais c'est cet accueil, cette chaleur humaine que l'on nous donne qui est... Les gens comprennent d'où vous venez, à votre avis? Les gens qui vous accueillent comme ça? Oui, ils savent déjà. Ils savent?
ils savent déjà, ils ont des notions, parce que beaucoup d'entre nous sont encore en habit rayé, et puis on est lamentable, quoi. On est des locumènes, en définitive. Et il n'y a pas de... Et on peut, sans savoir, sans apprendre, on sait que ce sont des survivants, ce sont des êtres qui ne sont plus des êtres humains. Je vous dis, je faisais 30 kilos, on a du mal à marcher, on a du mal à parler, on s'écrase pour un rien, on pleure pour un rien, on est lamentable. Et eux, ils savent, ils doivent être prévenus de la manière dont ils nous accueillent, ils savent qui on est, quoi. Hein, on est reçus comme des dieux. La Belgique, c'est quelque chose de merveilleux, c'est un souvenir merveilleux. Et on arrive en France, et quand on passe la frontière, Et à ce moment-là, vous chantez la Marseillaise, c'est ça? mais là, j'ai la notion que ça y est, c'est fini. On est chez nous, il reste le plus dur à faire encore, en définitive. Est-ce que ma sœur est en vie? Et puis on arrive à la gare de l'Est, en wagon à bestiaux, comme on était parti. Et là, comme on était parti, pour Drancy, des autobus vous attendent pour vous amener on ne sait pas où. Et cet autobus, aux arrêts, il y a des gens qui nous voient aux fenêtres et qui disent « ce sont des déportés, ce sont des déportés ». Et on nous tend un pain parisien qui avait un goût extraordinaire. Je crois que c'était, pour nous, c'était le goût de la liberté. Et on est arrivé à l'hôtel Lutetia. La chose dont je me souviens à l'arrivée de l'hôtel Lutetia, c'est encore des dizaines et des centaines de gens dehors, devant la porte, qui font le passage pour l'arrivée des déportés, et qui vous montrent des photos, et qui vous disent vous n'avez pas rencontré ma mère avec ses 3 enfants, vous n'avez pas rencontré mon père. Nous, on n'a rencontré personne. On dit ah oui, et moi, et nous sommes toutes très dures. On a la dureté des déportés qui nous ont reçus quand on est arrivé à Birkenau. On dit ah oui, déportés avec 3 enfants, non, ils sont tous morts. Ils sont tous passés au gaz, tous. Et la seule chose, je me souviens de dire, ils sont tous passés au gaz. Il n'y a plus personne. Et on sentait dans leurs yeux, mais comment se fait-il que vous, dans l'état où vous êtes, vous rentrez, et que le mien, qui est un bel homme, ou une belle femme, peu importe, hein, ne rentre pas. En gros, c'était ça. Pourquoi vous? Il y avait au Lutetia, sur une colonne, des longues listes de noms. Et donc, on avait la liste des survivants. Donc, je me suis jeté dessus et j'ai trouvé Axelrad avec 3 noms. Celui de ma mère, mon frère et de moi. Voilà. La vie recommençait. Puis au bout de 8 jours, j'ai appris que ma mère était morte d'épuisement. Et il m'a fallu 1 mois pratiquement pour comprendre que mon frère ne reviendrait pas non plus, qu'il avait probablement été victime du typhus dans un des camps Bergen-Belsen ou autres, ou de regroupement. Donc vous êtes rapatrié en France, oui, par avion, oui. Et vous arrivez, je crois, à l'hôtel Lutetia. Le 5 juin 1945. Et on m'a monté sur le brancard dans une chambre, en arrivant, qui je ne trouve pas, Charles Celti, qui était dans la même chambre que moi, et qui était dans le même avion que moi, et s'était perdu 15 jours avant. C'est André Kahn et moi-même, Charles Zelti, 2 mois après notre libération. Donc vous êtes sur le lit de votre chambre du Lutetia. Du Lutetia, en train certainement de manger des fraises. Ici, c'est une photo de moi-même, disons seul. En voilà une autre. Et pendant
Depuis plus de 3 semaines, je ne suis pas sorti de l'hôtel Lutetia. Hein, j'étais bon. Alors, après, j'ai commencé à bouger dans le couloir, j'ai commencé à descendre les escaliers. Au lieu de 2 cannes, j'en avais plus qu'une. Hein, j'ai eu une progression, mais petit à petit. On m'a habillé d'un costume Alba pour grande taille et grande épaisseur, mais on ne m'a pas donné de ceinture. Alors j'ai récupéré la ficelle que j'avais autour de mon rayé, et je suis parti dans Paris comme ça, avec comme premier objectif la terrasse des Deux Magots. Alors, avant d'arriver aux Deux Magots, je suis passé devant un coiffeur. Je suis entré, je n'avais pas grand-chose à coiffer. Et le coiffeur est accouru, demandant ce qu'il pouvait faire pour moi. Et je lui ai dit, je vais me faire les mains. Je me suis assis dans un fauteuil, j'ai fermé les yeux, et je me ponçais les ongles. C'était bien. Et à un moment, j'ai senti ma main qui tremblait, j'ai ouvert les yeux, la manucure était en train de pleurer. Alors je lui ai dit, il ne faut pas pleurer comme ça, on va dîner ensemble. Ce qu'on a fait, mais ça a été une catastrophe. Il m'a fallu, sans mentir, presque 5 à 6 mois pour redevenir un homme. Essayez de me comprendre, ne me demandez pas ce que je pense. Vous savez ce que c'est que pour un garçon de 20 ans, devant une fille, ne pas savoir réagir sexuellement, hein. C'était très dur. Et c'est là que est venue une infirmière de la Croix-Rouge avec un télégramme. Votre maman vous cherche. Moi, je ne savais plus que j'avais une maman. Pour moi, elle avait été déportée. Et là, j'ai eu... En réalité, je me trouvais sur le camion pour partir en Palestine avec mes copains, des types comme moi qui étaient aussi amputés, mais enfin, et on partait. Il y avait David, il y avait Georges Jutkowski, il y avait Salzman, il y avait... Nous étions un petit groupe comme ça, à Olitessia. Et puis, et voilà que cette infirmière qui vient. Évidemment, je n'ai pas su partir avec les autres. Ils m'enviaient, c'est vrai que j'avais une maman, eux n'avaient plus personne. Des Juifs de Hongrie, de Roumanie, d'Allemagne, enfin de partout. Et ma mère guettait tous les trains qui arrivaient de Paris. Elle était sur le quai. J'avais dit à ma sœur, j'ai dit, tu sais pas, descends pas avec moi, je vais lui faire la surprise. Encore une gaminerie, bien sûr. Et je m'avance vers elle, et je la dépasse. Elle était sur la pointe des pieds, à regarder les descendants des wagons. Et je suis passé à côté d'elle. Il a fallu que je m'arrête, que je retourne sur mes pas, que je lui tape sur l'épaule en disant, et alors, on ne reconnaît plus son fils. Et puis elle est tombée dans les pommes, dans mes bras. Lorsque vous avez retrouvé votre mère, est-ce que vous avez pu lui dire ce qui était arrivé à votre père et à votre frère? Oui, je sais bien que vous voulez savoir la vérité. La vérité, c'est que je n'ai pas su dire ça. Et deuxièmement, c'est mon problème psychologique qui restera jusqu'à ma mort. Pour la simple raison, c'est que moi, je suis arrivé avec 2 béquilles, 2 pantoufles comme des oursons, hein, à moitié un. Avec votre œil très abîmé? Partout, j'étais bien accueilli. Et quand j'arrive à Saint-Cyprien, je descends du bus, la population était contente, les Français m'aimaient bien, ils nous connaissaient très bien. Mais ma mère, elle cherchait mon père et mon frère. Et je ne savais pas lui dire la vérité. Qu'est-ce que vous avez dit? Qu'ils vont venir plus tard. Alors pour elle, tu les as abandonnés, tu les as, je sais pas, toutes sortes de choses qui me restent sur la patate. Et quand j'ai voulu raconter,
ça ne passait pas. Les choses étaient tellement invraisemblables, tellement insensées, tellement impensables que quand je disais une chose infime de rien du tout, pour eux, c'était tellement énorme que alors soit ils me prenaient pour un fanfaron, soit pour un affabulateur, soit pour j'inventais, soit et donc ils ne me croyaient pas. Votre médecin vous a pris pour un Oui. fou quand vous lui avez raconté ce que vous aviez vécu à Auschwitz? Oui, il voulait me faire enfermer. Et j'ai dit, depuis ce jour-là, je n'ai plus jamais parlé de ma déportation à personne. À l'époque, il n'y avait pas de psy. Maintenant, on casse un ongle, on va voir un psy. Nous, on était largués depuis les camps de concentration, on n'a pas eu droit au psy. On s'est débrouillé à survivre. Il a bien fallu survivre. Peut-être est-ce aussi à cause de cela que nombreux ont été mes camarades qui se sont suicidés à leur retour, parce qu'ils ne supportaient pas d'être rentrés tout seuls. Ils avaient perdu leurs femmes, leurs enfants, ou on ne sait pourquoi ils ont eu honte d'être vivants, d'avoir survécu, ne serait-ce que ça. Avoir survécu est déjà une honte terrible. Vous avez devant vous un suicidaire. Moi aussi, je suis un suicidaire. Si je n'avais pas fait promesse à ma femme, il y a de cela 13 ans, que je ne me suiciderais pas, je serais peut-être déjà mort. Je tiens à respecter ma parole, mais elle me pèse. Il y a des jours où j'ai vraiment envie de partir. Puis, excusez-moi, mais je ne sais pas si on prend bien conscience que quand on revient, on n'a plus aucune attache. Plus de famille, pas d'ancêtres, non seulement pas de parents, mais pas de tant de personnes. Que la maison est pillée. Florence m'a demandé si j'avais des photos d'avant. Je lui ai dit non, j'ai rien, je n'ai rien. Parce que je n'ai aucun point d'ancrage sur le passé, donc tout seul, à 14 ans. Mon frère a 16 ans, mais il est à 1000 km. Une sœur encore plus jeune dans une famille. C'est difficile hein, de retrouver sa place et Et puis j'ai beaucoup de gens qui m'ont témoigné leur amitié, même plus. Mais je ne pouvais pas donner. J'avais perdu ma mère, j'avais perdu mon père. Et ma mère, c'était quelque chose d'extraordinaire pour moi. Et les gens qui m'ont dit « Écoute, considère-moi comme ta mère » ou autre, je les ai écartés. C'est vrai que, bon, quand on revient de là où on est revenu, on s'est endurci. Et peut-être pour certaines personnes, j'ai dû sembler dur, changé, inamical. J'étais d'une violence, vous ne pouvez pas vous imaginer. On n'arrivait plus à me calmer. On n'arrivait pas, vraiment. Parce que je trouvais que ce qu'on avait fait envers moi, parce que pour le moment, je ne pensais qu'à moi. Après, j'ai appris que ma famille avait aussi disparu. Donc, ces deux éléments réunis, j'ai dit, c'est pas possible. Ce qu'on a fait contre nous, et j'en voulais au monde entier. Et j'ai dit que je ne veux pas rester à Metz, je vais devenir un voyou. Si je reste à Metz, je ne vais rien faire, je n'ai pas de travail, je n'ai rien, je vais devenir un voyou, je vais devenir un voleur. J'ai dit, je vais aller rejoindre mes copains de déportation à Paris. J'arrive à Paris, qui je vois en marchant, mon copain que j'ai rentré à la Schneiderei, Sam Friemich, qui avait un atelier de confection.
Il m'a dit, qu'est-ce que tu fais ici? Je dis rien, j'ai pas de travail, j'ai rien. Il m'a dit, viens chez moi, je vais t'apprendre le métier. Et voilà. La phase terminée où j'ai appris le métier avec lui. J'ai rencontré ma femme que j'adore. Mes petits-enfants, merveilleux. Et j'ai eu une vie, grâce à ma femme et à mes enfants, merveilleuse. Je ne peux pas oublier la déportation, je ne peux pas oublier mes frères et sœurs. Mais ça s'est rattrapé un petit peu, ça m'a donné un peu de baume en moi, de savoir que j'ai réussi dans la vie, que j'ai créé une famille, que j'ai fondé une famille merveilleuse. C'est là où il faut donner un grand coup de chapeau à nos conjointes, ou pour les femmes à leurs conjoints. Les cauchemars, c'était en moyenne 3 à 4 nuits par semaine, sur 7 jours. Autrement dit, c'était presque tous les 2 jours. Et je me rappelle, ma femme, bon, elle connaissait, elle me secouait un bon coup, bon, et ça s'arrêtait, et c'était 2 jours après. De quoi ils étaient faits, ces cauchemars? Des SS, des coups, des capots, etc. Il m'arrive fréquemment de me réveiller la nuit en entendant la sonnette du camp. Et ça fait 61 ans que je l'entends plus. Et pourtant, elle est encore là dans mes oreilles. Je l'entends. Et les années qui passent n'apaisent pas. Je suis toujours à Auschwitz. Je vis en permanence à Auschwitz. Il m'est arrivé de dire à ma femme, ne te trompe pas, je ne vis pas avec toi. Je vis à côté de toi, ce qui n'est pas pareil. Moi, je n'ai jamais quitté le camp. Je n'ai jamais fonctionné dans la vie autrement que comme j'étais dans un camp. Moi, pourtant j'ai fait des films, hein, j'ai traversé des guerres, j'ai filmé ces guerres. Aller au CNC, au Centre national du cinéma, j'avais peur. Parce que c'était l'autorité. Tout ce qui était autorité me faisait trembler. Et quand je me trouvais dans des situations dans la vie où j'étais pauvre, où j'avais pas d'argent, il fallait que je travaille, il fallait que je déshabille l'homme en face de moi, nu, pour me rassurer, il est comme moi, il est fait comme moi. Lui, dans un camp, qu'est-ce qu'il ferait? Il me parle comme ça, mais qui serait dans un camp? Toutes mes références ont été toujours par rapport au camp. J'avais l'impression d'être chez moi, l'impression que tout m'appartenait, beaucoup plus que ce que je pouvais posséder en France, beaucoup plus qu'une maison dont j'ai la chance d'être propriétaire en Eure-et-Loire, beaucoup plus que l'appartement que j'habite à Paris, où je suis locataire. Non, tout ça, en France, ça m'était étranger. Le vrai endroit où j'étais chez moi et où la terre m'appartenait, c'était cette terre de Birkenau. Et là, évidemment, je pensais très fort à mes parents, parce que c'était le dernier endroit qu'ils avaient vu de leur vivant, le même air qu'ils avaient respiré et tout ça. Alors là, de nouveau, je repensais à eux très fortement, mais mes 10, 20 ou 30 ans avaient passé, hein. Et cette haine des Allemands que vous... Et pire que ça, attendez, je vous donne encore un tout petit détail. Pire que ça, j'avais l'impression que il y avait comme une continuité entre mes pieds et le sol. Comme si j'étais tellement chez moi que mes pieds faisaient partie de la terre. Ça, c'est la mare où ils jetaient les cendres. Il y a une sorte de petit lac. C'est plein de cendres. Alors j'en ramasse. Voilà. Alors je me dis, c'est peut-être... il y a sûrement les cendres de mon père, ma mère, mon petit frère, son père. Et même si c'est pas... je pense qu'elles y sont dedans. Celle-là, c'est mon petit-fils et moi devant la porte où le travail rend libre. Arbeit macht frei. Si on m'avait dit que je repasserais un jour avec mon petit-fils là, quand je revois le jour où je suis rentré dans ce camp et ce que j'ai fait 60 ans après avec lui,
Voilà. Je sais que vous allez régulièrement dans les écoles pour témoigner. Est-ce que vous pourriez me dire quelle est votre démarche et quel est votre souci? Alors, ma démarche, quand j'ai commencé, si vous voulez, à témoigner, ça fait quelques années maintenant, c'était notamment, disons, la lutte contre l'antisémitisme. Il me touche, disons, le plus. Mais en général, disons, on était 3-4, il pouvait y avoir un résistant, un autre déporté résistant. Moi, j'étais le juif résistant, alors donc je pouvais parler de l'antisémitisme un peu plus, de la Shoah, de ces choses-là. Et puis, j'ai évolué. De l'antisémitisme, c'est le racisme à tout point de vue, parce que la vie, elle continue. Et malheureusement, il y a des choses qui se font un peu partout, et j'ai encore évolué, et maintenant, mon témoignage, c'est ce que je cherche à transmettre maintenant aux jeunes, c'est d'accepter la différence, d'accepter l'autre tel qu'il est, à une condition, c'est que l'autre vous accepte également, tel que vous êtes. Et aussi, c'est un privilège de pouvoir parler de ça. C'est pas tellement que je crois mon histoire est tellement importante, mais comme il y a des millions de gens qui ne peuvent plus parler, comme tous ces gens-là qui sont dans les fosses de Belsen, je crois qu'on a survécu, les peu qui ont survécu, pour parler pour eux, parce qu'eux ne peuvent... Il y a le grand silence, là. Qu'est-ce qu'on sait de ces gens-là? C'était tous des gens complètement normaux, qui n'existent plus, qui n'ont pas la possibilité de raconter leur histoire. Alors peut-être on raconte nos histoires pour eux, plus que pour nous-mêmes. Je dis, moi, sur mon lit de mort, je crois que c'est à ça que je penserais. Pas à mes parents ni rien, au fait lui-même. Au bébé. 1,5 million d'enfants comme ça. Quand je vois mes petits-enfants, je pense à ça. Je leur dis jamais, naturellement. Qu'est-ce que vous aimeriez leur dire à vos petits-enfants?